Un libre journal que nous allons consacrer à un unique sujet. Résistance civile et unité patriotique face à l'islam radical. Mes invités, le général Christian Piquemal. Mon général, bonjour. Bonjour. Général Piquemal, vous êtes, parmi beaucoup d'autres qualités, ancien patron de la Légion étrangère et président du Cercle des citoyens patriotes qui vise, je cite, à préserver et restaurer les valeurs qui font la grandeur et le rayonnement de la France. Mon général, très honoré de vous recevoir au micro de Radio Courtoisie et merci d'avoir accepté mon invitation à ce libre journal de l'identité. Le général Antoine Martinez, expert en renseignement et coprésident des Volontaires pour la France, le général Martinez est également le président fondateur du comité de soutien au général Piquemal et nous aborderons naturellement les derniers développements concernant cette affaire. Le général Martinez se trouve actuellement en mission dans le sud de la France et interviendra donc par téléphone. Le colonel Fabrice Fanet, colonel de gendarmerie, qui interviendra également par téléphone et nous donnera son analyse de gendarme sur la sécurité des Français. Luc Sommer, bonjour. Bonjour. Luc Sommer, vous êtes concepteur des réseaux Remora et c'est à ce titre que je vous ai déjà reçu à ce même micro il y a quelques mois. Absolument. Et enfin, Alain Wagner, entre autres porte-parole de l'UDCC, Union de défense des citoyens et contribuables, qui nous entretiendra par téléphone également de la prochaine journée de la désislamisation, journée sur la désislamisation, journée qui se tiendra à Béziers le 4 mars prochain. Alors, résistance civile et unité patriotique face à l'islam radical. Et je préciserai volontiers pour ma part dans la perspective d'une tentative de prise du pouvoir en France par le califat. Un intitulé que d'aucuns trouveront alarmiste, mais je crois savoir, à mes auditeurs de Radio Courtoisie et au-delà, que mes invités vont vous prouver que la question d'une prise de pouvoir, partielle ou totale, par les forces du califat, c'est-à-dire par l'État islamique en Irak et en Syrie en tant qu'État, en tant qu'unité territoriale, cette prise de pouvoir a cessé d'être une simple vue de l'esprit. La perspective d'émeutes de grande ampleur coordonnées dans les banlieues ethniques par l'État islamique, et donc avec les moyens d'un État, produira une sorte de 2005 puissance 100, et cette perspective est donc étudiée, vous pouvez l'imaginer, à mes auditeurs, avec le plus grand sérieux par notre état-major. Au moment de la sortie de son dernier livre, Un quinquennat pour rien, Éric Zemmour a révélé avoir reçu les confidences du chef d'état-major de nos armées, le général Pierre de Villiers, par ailleurs frère de Philippe de Villiers. Donc, voici ce qu'écrit Éric Zemmour dans son livre, page 36, ouvrez les guillemets. Il y a en France des centaines de Saint-Denis et de Molenbeek. Pour l'instant, on confine l'armée dans un rôle scandaleux de gardiennage, de protection des édifices religieux, vain et démobilisateur. Mais, continue Éric Zemmour, l'état-major de l'armée sait qu'un jour viendra où il devra reconquérir ces terres devenues étrangères sur notre propre sol. Le plan est déjà dans les cartons, il a pour nom Opération Ronce. Il a été mis au point avec l'aide de spécialistes de l'armée israélienne qui ont transmis à leurs collègues français leur expérience de Gaza. Fin de citation. Inutile de vous dire que, naturellement, l'état-major a démenti. Bien. Dans leur livre « Un président ne devrait pas dire ça », paru en octobre dernier, Gérard Davet et Fabrice Lhomme rapportent les propos suivants du président de la République, François Hollande. J'ouvre les guillemets, il s'agit d'une citation, je cite « Notre président de la République, François Hollande ». Sur l'immigration, il y a à la fois des choses qui marchent, très bien, bon, c'est la ritournelle habituelle, il y a à la fois des choses qui marchent très bien, et, poursuit François Hollande, l'accumulation de bombes potentielles liées à une immigration qui continue. Parce que ça continue. Je pense qu'il y a trop d'arrivées d'immigration qui ne devraient pas être là. C'est Sisyphe, on les fait par les Français, et puis arrive un autre groupe, et il faut tout recommencer, et ça n'arrête jamais. Donc, il faut qu'à un moment, ça s'arrête. Qu'il y ait un problème avec l'islam, c'est vrai, nul n'en doute. On ne peut pas continuer à avoir des migrants qui arrivent sans contrôle, dans le contexte, en plus, des attentats. Fin de citation.
Donc, amis auditeurs, ce n'est pas moi qui parle, c'est le président de la République. Tout sommes bien d'accord, François Hollande. Ce même François Hollande, dans ce même livre, un président ne devrait pas dire ça, évoque la perspective d'une sécession de territoire sur le sol français. J'ouvre de nouveau les guillemets, donc c'est François Hollande, président de la République, qui parle. Comment peut-on éviter la partition ? Sous-entendu, naturellement, la partition du territoire national. Car c'est quand même ça qui est en train de se produire, la partition. Fin de citation. C'est quand même ça qui est en train de se produire, la partition. Hollande ne parle pas d'une éventualité dans un futur indéterminé, il parle d'un processus qui a déjà commencé et qui se déroule sous nos yeux. Et donc au vu et au su de toutes les autorités de la République jusqu'au sommet de l'État. Inutile de vous dire que Hollande a également démenti avoir tenu ses propos à ces deux journalistes. Dernier point avant de lancer le débat avec mes invités, un tout récent article du site safirnews.com. Safirnews.com étant l'un des sites de référence de l'islam en France avec ouma.com, alkans.fr, agib.com, l'islaменfrance.fr et beaucoup d'autres. Un article au titre évocateur, je cite le titre de cet article, « Des raisons de nous insurger au quotidien ». Des raisons de nous insurger au quotidien. Alors si je parle bien le français, le titre de l'article fait référence à une insurrection. Si je parle bien le français. Bien. Un article qu'il faut lire entre les lignes, naturellement, puisque au premier degré, l'auteur parle de désobéissance civile, de lutte populaire non violente, etc. Donc il faut décrypter. Mais quand même, l'un des intertitres est particulièrement explicite. Je cite cet intertitre de l'article. « Nous avons le nombre, à quand la force ?» Nous avons le nombre, à quand la force ? C'est un titre absolument super, il faut le reconnaître, c'est très bien ciselé, bravo à l'auteur. Je cite toujours cet article du site musulman safirnews.com. Ouvrez les guillemets, « Il suffit que 3,5% de la population se mobilise pour qu'un régime tombe. » Donc, citation. Il suffit que 3,5% de la population se mobilise pour qu'un régime tombe. Alors, je me suis posé la question, mais au fait, sont-ils déjà 3,5% Eh bien, je voudrais rappeler ce sondage de l'Institut Montaigne, paru il y a quelques mois, qui donne ce chiffre. 28% des musulmans de France sont pour l'application en France de la charia, c'est-à-dire de la loi islamique. Proportion qui monte à 40% chez les moins de 25 ans. Bien, alors ces 28% de musulmans considèrent par conséquent que la charia doit remplacer les lois françaises. Il n'y a pas de compatibilité entre les lois françaises et la charia. On applique soit les lois françaises, soit la charia, mais on peut difficilement appliquer les deux. Alors je me suis posé la question, j'ai fait une petite simulation. Ça représente quoi, 28% des musulmans qui considèrent que la charia doit remplacer la loi française, la loi de la République. Alors, j'ai pris le chiffre de 6 millions de musulmans. C'est le chiffre qu'on nous sort depuis pas mal d'années maintenant, voire de dizaines d'années. Je pense qu'on est relativement loin maintenant des 6 millions. 6 millions par rapport à la population totale de notre pays de 65 millions, ça fait 9,23%. Et ce qui fait, en reprenant le chiffre de l'Institut Montaigne de 28% de musulmans radicaux, 2,6% de musulmans radicaux sur l'ensemble de la population française. Si nous prenons le chiffre de 7 millions de musulmans, c'est un chiffre qui a été donné de manière tout à fait officielle, sans être démenti par Dalil Boubaker. Donc c'est un chiffre qui peut être relativement crédible, toujours par rapport à 65 millions d'habitants dans notre pays. Eh bien, nous montons à 10,77% de musulmans, et ça nous fait 3% de musulmans radicaux. Et puis, quand est-ce qu'on dépasse les 3,5%, allez-vous me dire? Eh bien, c'est quand on monte à 8,2 millions de musulmans présents sur notre territoire. Je pense qu'on est dans cette fourchette maintenant, autrement dit, le nombre cité par safirnews.com est dorénavant atteint. Il y a en effet 3,5% de la population qui peut se mobiliser pour que le régime tombe.
Bien, écoutez, voilà, donc je viens de faire peut-être un préambule un peu long. Je vais passer la parole à mes invités. Général Piquemal, ma première question sera donc très directe avec les chiffres et les faits que je vous ai donnés. Notre armée est-elle actuellement en mesure d'affronter l'épreuve capitale qui s'annonce et dans laquelle la survie de notre pays est engagée? Général Piquemal. Merci de me donner la parole. Bon, avant de répondre de manière complète à la question donc que vous m'avez posée, il me semble donc essentiel de fixer un peu le tableau de la situation de la France. Alors, la France, le président de la République a eu l'occasion de le dire il y a déjà un certain temps, la France se trouve donc en état de guerre. Et il y a donc des conséquences assez logiques quand on se trouve en état de guerre. D'abord, il faut identifier l'ennemi, ce qui paraît être, et ensuite essayer de le mettre hors de combat de manière à ce qu'il ne nuise pas. Et donc, ça nécessite qu'il y ait une véritable déclaration de guerre et ensuite une conduite de la guerre. Voilà. En plus, si on est en guerre, dans un état de droit, il y a un état de droit du temps de paix et un état de droit du temps de guerre. Aujourd'hui, bien que l'on soit en guerre, on est toujours dans un état de droit du temps de paix, bien que ce soit l'état d'urgence. Donc ça, c'est une première anomalie. Alors, aujourd'hui, est-ce que nos moyens militaires, la question posée, que ce soit les forces de sécurité, que ce soit la police, la gendarmerie, les forces armées, sont-elles en mesure de pouvoir traiter donc le terrorisme islamiste? Alors, vous le savez tous, les moyens ces dernières années, c'est depuis à peu près une dizaine d'années, de toutes ces composantes de la sécurité de l'État ont été réduits de manière assez considérable et amputés donc des moyens humains et matériels. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, que face à ces déflations successives et aux baisses de budget qui ont été donc imposées par l'État, quel qu'il soit, les moyens globaux de la défense sont insuffisants. Donc aujourd'hui, pour répondre de manière plus complète, qu'est-ce qu'on peut dire qu'il faudrait donc faire pour pouvoir être en mesure de répondre à la menace qui est réelle, 250 morts dans l'année, on l'a vu, le Bataclan, le 14 juillet 2016 Nice, avant donc les attentats du début de l'année 2015, 250 morts, avec apparemment un élément nouveau d'ailleurs ce matin qui nous a été communiqué. Il semble qu'il y ait eu un militaire de l'opération Vigipirate qui a été amené à utiliser son arme parce qu'il était agressé par une arme, avec une arme blanche, pour quelqu'un qui avait dit à l'Abgar. Donc on voit que cette menace est une réalité concrète, puisque un militaire faisant partie de l'opération Vigipirate, qu'on appelle au sein des armées Sentinelles, a été amené donc en état de légitime défense à ouvrir le feu sur un agresseur. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense qu'il y a, à mon sens, 4 actions à conduire. La première, c'est de mettre effectivement hors d'état de nuire des terroristes islamistes qui, et c'est là qu'il est important de dire, sont pour la plupart français et qu'il convient donc d'éradiquer. Cet ennemi est donc français, il n'est pas en uniforme, donc les lois de la guerre imposent qu'un ennemi soit là, et il agit contre des civils. C'est quelque chose d'absolument donc fondamental. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en état de nuire ces citoyens qui pour la majorité sont des Français? Eh bien, il faut bien sûr s'occuper d'abord d'éradiquer l'endoctrinement, la première chose. Ensuite, ces réseaux où il y a aussi l'hébergement, le transport, et bien entendu la fourniture d'armes et d'explosifs, puisque ces gens-là, bien sûr, travaillent en réseau complet. Quand il y a un déclenchement d'une action comme celle qu'il y a eu tout temps, elle est préparée de longue date. Donc ça, c'est la première chose qu'il a à faire. La deuxième chose qu'il est souhaité et que les forces de sécurité assurent, et on verra qu'il faut des moyens complémentaires pour le faire, c'est reprendre le contrôle
progressif des quartiers sensibles, ce qu'on appelle aussi les zones de non-droit. Des hommes politiques ont mis qu'il y en avait une centaine en France. Or, on sait qu'aujourd'hui, les forces de sécurité, quelles qu'elles soient, ne pénètrent pas dans ces zones de non-droit, de manière à pouvoir donc rechercher les armes, les munitions. Et la deuxième chose qui me semble impératif de faire, c'est assurer le contrôle de nos frontières, c'est-à-dire savoir qui entre et qui sort, puisque c'est quand même ces points d'entrée et de sortie qui permettent à des terroristes islamistes de pouvoir agir, d'être souvent renforcés, d'avoir des moyens qui viennent de l'extérieur. Donc, quitter l'espace Schengen pour la France. Voilà, quitter donc ce qui implique bien entendu que l'espace Schengen à minima, puisque une fois qu'on est dedans, on a la libre circulation des biens et des personnes. Je pense qu'il faut aller aujourd'hui, compte tenu du risque du terrorisme islamiste, aller plus loin, que chaque pays assure le contrôle de ses frontières dans les deux sens, entrée-sortie, ce qui permettrait déjà de limiter quand même la pénétration ou la sortie du territoire, puisqu'on sait que beaucoup de gens sortent, vont en Syrie et ensuite... Le troisième domaine dans lequel, à mon avis, il faut intervenir, c'est celui du renseignement. Il faut utiliser au maximum des ressources d'anciens militaires, d'anciens gendarmes, de policiers, les entraîner, les sélectionner, afin qu'ils puissent faire du recueil du renseignement et des informations dans l'environnement, puisque c'est la population qui est la mieux à même, c'est-à-dire ça vise à compléter les voisins vigilants qui existent déjà, et là c'est traité donc des personnels spécialisés, anciens militaires, anciens gendarmes, anciens policiers, de manière à utiliser leurs compétences dans des domaines dans lesquels ils ont déjà œuvré. Enfin, un quatrième point que je voudrais noter, c'est celui de l'éducation. Aujourd'hui, je crois que l'éducation nationale doit être réformée en profondeur. Son but, bien sûr, c'est de transmettre des savoirs, ça c'est une certitude, mais aussi, et ça n'est pas à mon sens assuré aujourd'hui, c'est faire acquérir des valeurs de respect, de goût de l'effort, de patriotisme, de la culture française, à travers donc la langue, l'histoire, la géographie, chose qui n'est pas faite aujourd'hui, et donner la fierté d'appartenir à cette communauté nationale qu'on appelle la patrie, qui est la terre des pères, dans laquelle en fait on est fier de servir. Voilà, je pense en préambule ce que je souhaitais dire. Je voudrais simplement rajouter que aujourd'hui, si l'État maintient qu'on est en guerre, et je pense que c'est le cas, il faut conduire la guerre. Ça s'appelle la conduite des opérations. Donc il faut, bien sûr, pour cela, avoir une armée puissante, la renforcer. Quand je dis l'armée, c'est les forces de sécurité, police, gendarmerie et bien sûr les forces militaires. C'est aussi essayer de mener des actions dissuasives pour permettre, au niveau des moyens, une synergie entre la population et les moyens militaires. Donc, c'est pour moi l'engagement de tous les citoyens. Bien sûr. Alors, dans la défense, pas seulement les moyens militaires, comme la question m'avait posée, mais pour moi, pour pouvoir éradiquer le terrorisme islamiste, c'est bien entendu avoir un engagement de tous les citoyens, et il faut donc que les politiques fixent des objectifs clairs qui permettent à chacun, à la fois aux forces, d'assurer et donc d'avoir une complémentarité entre les forces de sécurité de l'État et le peuple et la population. Parfait, mon général. Nous vous avons bien entendu effectivement sur ces points importants. Je crois que nous avons un nouveau correspondant au bout du fil. Alain Wagner, vous êtes parmi nous ? Oui, absolument. Oui, bonjour Alain Wagner. Bonjour. Vous êtes défenseur des droits de l'homme et des libertés fondamentales, intervenant à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE. Vous êtes président de l'International Civil Liberties Alliance, ICLA, membre fondateur et porte-parole de l'Union des défenses des citoyens et contribuables, c'est plus facile à dire, UDCC, également porte-parole du laboratoire d'idées Vérité, Valeurs et Démocratie et consultant politique en stratégie de communication sur l'islam. Merci de répondre à nos questions dans le cadre du Libre Journal de l'Identité de Radio Courtoisie. Alain Wagner, je vous ai reçu il y a quelques mois au même micro où vous nous avez présenté ce qu'est le protocole de Barcelone à l'origine de l'islamisation de l'Europe. Et votre intervention de 13 minutes chrono sur le sujet est devenue absolument virale sur Internet.
Vous allez nous parler aujourd'hui de la journée de Béziers qui se tiendra le 4 mars prochain et qui aura pour thème la désislamisation de la France et de l'Europe. Journée dont vous êtes l'un des co-organisateurs. Alain Wagner, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'un événement qui finalement a bien été introduit par le général Dickmann. Effectivement, si rien n'est fait dans notre pays, nous allons effectivement très probablement vers des troubles extrêmement importants. Mais ma devise c'est travailler pour le meilleur tout en préparant le pire. Et excellente donc, devise. C'est travailler pour le meilleur. Il y a un copyright ou pas ? Non. Bon, très bien, je vais la réutiliser alors. Voilà. Et l'idée de la réunion de Béziers, c'est justement travailler au meilleur, travailler à sortir de la problématique, parce que je pense que maintenant nos sociétés partout en Europe ont compris nous faisions face à une problématique islamique. Et donc Béziers, c'est répondre à un manque de pensée, un manque de pensée politique, à un manque d'idées. Nous assistons aujourd'hui à un ratage complet, à une incapacité complète de la classe politique européenne à penser la problématique islamique sur des bases réelles. On est aujourd'hui face à des discours idéologiques qui n'ont bien souvent aucun rapport avec la réalité. Et aujourd'hui, il faut penser ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive est un problème d'islamisation. Or, j'en avais parlé lors de mon dernier passage sur vos antennes. Qu'est-ce qu'est l'islamisation ? C'est l'arrivée progressive des règles de la charia dans un pays. Quand je parle de règles de la charia, les us et coutumes de la charia, les habitudes sociales, les pressions politiques, etc. Cette arrivée ne se fait pas toute seule. Cette arrivée, elle est programmée, aidée, accompagnée et mise en œuvre par des pays étrangers, donc les pays de l'Organisation de la coopération islamique. C'est une stratégie qui est mise en œuvre depuis des années et dont nous sommes les victimes. Nous subissons un processus d'islamisation, donc qui vise à faire transformer nos sociétés pour la rendre homogène, compatible avec les règles de la charia, qui, je rappelle, effectivement, c'est la loi islamique. Eh bien, cette entreprise hostile qui est une entreprise de transformation de nos sociétés pour lui faire perdre ses structures, ses valeurs, sa civilisation, pour la remplacer par une civilisation islamique avec des valeurs islamiques et un mode de fonctionnement islamique, c'est un processus hostile puisqu'il vise à la destruction de nos institutions et de notre système. Il convient de lui appliquer un contre-processus. La solution à l'islamisation, ça n'est pas la multiculturalité, ça n'est pas la tolérance, c'est la désislamisation. Alors, désislamiser, est-ce qu'il est nécessaire de prévoir de nouvelles lois ou bien est-ce que nous avons une panoplie de lois suffisante pour l'instant ? Alors, globalement, il suffit simplement d'appliquer ce que nous avons comme règle aujourd'hui et peut-être simplement de préciser certains points ici et là parce que notre classe politique, comme je le disais, celle qui est censée émettre les lois, les voter, les discuter en tout cas, n'a pas produit l'analyse qui lui permet de comprendre ce qui est en train d'arriver en ce moment. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, vous promenez dans la rue en faisant la promotion de l'idéologie nazie, vous êtes inquiété par la justice et vous êtes très probablement condamné. Aujourd'hui, vous faites la promotion d'une idéologie politique qui s'appelle la charia, qui est à peu près d'un contenu équivalent à celui du nazisme. Je vous laisse la responsabilité de vos propos, Alain Wagner. Ça n'engage pas la radio, on est bien d'accord. Voilà. Et vous n'êtes pas inquiété parce que vous êtes déguisé en activiste religieux et vous faites passer vos activités qui sont d'un ordre subversif et hostile vis-à-vis de la société dans laquelle vous pratiquez vos activités comme des activités religieuses et vous vous drapez dans la cape d'invisibilité de la religion en disant mais vos règles, vous Européens, m'autorisent moi à faire ce que je suis en train de faire. Ceci nécessitera quelques ajustements législatifs. D'ailleurs, nous allons avoir un juriste de très haut niveau, un avocat international belge, qui va nous expliquer comment on peut insérer des politiques de désislamisation dans le droit européen et international. Alors vous parlez de cette personnalité importante, un avocat belge. Quelles sont les personnalités qui assisteront à cet événement et qui participeront à cet événement ? On est bien d'accord que ce n'est pas un parti ou un mouvement politique de plus. On est bien d'accord ? Ah non, pas du tout. Notre but est vraiment, le but de Béziers, c'est le lancement d'un nouveau concept politique, concept dont nous avons besoin pour penser la réalité aujourd'hui, pour réagir politiquement. Alors, nous aurons plus de 10 intervenants. Nous aurons Rodon Lafontaine, que vous avez déjà reçu, qui va nous évoquer l'émergence historique de la charia pour savoir
mettre à tout le monde à niveau sur la charia. Qu'est-ce que la charia? Alain de Peretti qui va nous parler de des politiques de désislamisation dans la consommation, le général Antoine Martinez qui va s'occuper de l'armée, de la défense, de la sécurité, Jean-Yves Le Gallou qui va nous parler du secteur de la communication, Karim Ouchi qui va nous expliquer qu'un politique aujourd'hui peut porter ce discours de désislamisation, ainsi qu'il le fait, Philippe Chancey-Villemotte, donc notre intervenant belge, donc avocat international qui va s'occuper de la partie du droit, etc. Jean-Pierre Legendre qui va nous parler de l'éducation. L'éducation est absolument fondamentale. La désislamisation. Le général en a parlé, en effet, oui. Voilà, c'est principalement de l'éducation, principalement. La répression n'intervient qu'en deuxième position, après avoir été expliqué, accompagné et suivi par un processus éducatif. Seuls les plus récalcitrants, ceux qui vraiment ne veulent pas se conduire comme des citoyens loyaux à la France, devront subir des rétorsions, ce qui est bien normal quand on viole la loi. Parce qu'il s'agit de loi, c'est un processus légal, la désislamisation. Quand on viole la loi, on est puni, c'est normal. Enfin, moi j'interviendrai, Robert Ménard aussi, qui est notre hôte, interviendra, et puis d'autres intervenants. Donc ça va être un programme très chargé. Oui, j'imagine. Pour vraiment perspective que les gens qui arrivent à Béziers en repartent avec l'idée parfaitement claire que la désislamisation c'est faisable et que les mesures sont simples, applicables, nécessaires, légitimes et réalistes. Pardonnez l'ironie de ma question, Alain Wagner, mais attendez-vous une prise de conscience des partis du système? C'est aussi un petit peu pour ça que le timing de cet événement a lieu en plein dans la campagne présidentielle. Qui est occupé par des choses qui n'ont pas grand intérêt et pas, en tout cas, pas de relation avec les problèmes fondamentaux qui nous préoccupent. Mais enfin, passons. C'est une petite... l'affaire Fillon. Voilà, vous venez de résumer assez rapidement l'essence de la teneur du propos politique français. Ah oui, c'est lamentable, hein, c'est lamentable. Enfin, on s'occupe de l'écu, mais non pas de la vache. Voilà, oui, tout à fait. Voilà. Eh bien, justement, voilà, cette pensée politique que le système n'est pas aujourd'hui capable de produire, il faut bien qu'elle le fasse. Eh bien, nous allons le faire. C'est aussi la responsabilité des citoyens de s'occuper de leur société et de produire de la pensée politique. A priori, la classe politique n'a pas de privilège à ce niveau-là, et surtout, manifestement, pas de compétences en ce moment. Eh bien, nous allons mettre des gens compétents sur le sujet, et nous allons montrer à la France, au monde politique, dans le paysage des idées, ce concept de la désislamisation. L'islamisation, elle est légitime, elle est nécessaire, et elle est pensable, elle est faisable. Alain Wagner, faites-vous le lien entre désislamisation et réémigration? Non, aujourd'hui, je pense que c'est une erreur conceptuelle vraiment de tout mélanger. L'islamisation aujourd'hui est devenue un problème différent de celui de l'immigration. Bien sûr, il y a des zones de recouvrement, l'un fait empirer l'autre, etc. Mais aujourd'hui, on a un problème sur le sol français, avec, comme le faisait remarquer le général, avec des citoyens français qui ne sont même pas, des fois, issus de l'immigration. Aujourd'hui, n'importe qui en France peut se convertir, être endoctriné par des organisations, devenir un djihadiste et devenir un tueur de Français. C'est un problème franco-français, et penser qu'on peut résoudre le problème qu'on a aujourd'hui avec l'islamisation en fermant les frontières, c'est un leurre. Enfin, c'est peut-être une condition nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire peut-être, non? Ce sont deux problèmes différents. L'immigration de masse est bien sûr un problème qui doit être traité, mais traité de manière spécifique. L'immigration n'est pas aujourd'hui un problème de type politique. Il n'y a pas de problème c'est le problème des politiques, mais ce n'est pas un problème politique. L'arrivée de la charia dans une société démocratique est un problème fondamentalement politique, puisque la charia est un ensemble de règles qui est totalement antidémocratique, totalement incompatible avec le fonctionnement de nos institutions. C'est donc un vrai problème politique. Il convient d'avoir une réflexion politique à ce sujet. Parfait, Alain Wagner. Donc, je rappelle, journée de Béziers sur la désislamisation de la France et de l'Europe, parce que j'imagine naturellement que c'est un problème européen, que vous allez l'ouvrir à l'Europe entière, bien sûr. Le 4 mars prochain au Palais des Congrès de Béziers. Inscription sur www.désislamisation en un seul mot.eu. Et j'imagine, Alain Wagner, que vous conviez, tous les auditeurs de Radio Courtoisie, n'est-ce pas? Bien sûr. De mon point de vue, et je pense du point de vue de la plupart des intervenants, ce jour sera vraiment un jour historique dans la pensée politique française et peut-être même européenne. C'est le jour zéro de la reconquête. On ne peut pas gagner une guerre si on ne sait pas où on va. C'est pas le général, je pense, qui tout à l'heure va intervenir, qui j'imagine, contredira. Tout à fait. Et
Le chemin de la victoire pour nos sociétés, qui nous permettra d'éviter la guerre civile, c'est la désislamisation. Il n'y a pas d'alternative. Alain Wagner, je vous remercie et je vous souhaite bon courage pour la préparation de cette journée de Béziers. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt, Alain Wagner. Eh bien, donc, retour dans le studio avec des questions d'auditeurs. Alors, une question qui tombe à point. Je lis, pourquoi n'y aurait-il pas un coup d'État de l'armée française pour sortir de notre guêpier? Alors je pense qu'il est utile, général Picmal, de bien préciser que vous êtes totalement légaliste. Vous n'êtes pas un séditieux, n'est-ce pas? Non, je crois qu'il est indispensable de le préciser. On est dans un État de droit. La légalité, le respect de la légalité est un principe essentiel. Et donc notre démarche s'inscrit, je crois, pour tous les patriotes. Le rôle du peuple, c'est de, pour le moment, effectivement, de restaurer la grandeur de la France, mais en restant, et ça c'est un point fondamental, dans la légalité. Bien, d'autres questions. Alors, la question concernant vos problèmes judiciaires, mais nous allons le traiter lorsque nous aurons le général Martinez au bout du fil. Une autre question d'une auditrice. Quid du risque d'infiltration d'islamistes dans notre police, notre gendarmerie, notre armée? Et un compliment, merci chère auditrice, et merci pour cette excellente émission. Alors, Général Picmal. Oui, je crois que le risque est réel. Tout le monde a contact avec des forces de police. Il y a actuellement un contingent non négligeable, je dis pas d'islamistes, mais de musulmans au sein de la police, et ça pose effectivement des problèmes. Dont il est difficile de faire le contour aujourd'hui, mais il est évident que dans toutes les forces de sécurité aujourd'hui, il y a à l'intérieur, que ce soit dans les forces de police, dans les forces de gendarmerie ou à l'intérieur de l'armée, il y a donc des musulmans français qui sont donc à l'intérieur de ces forces, et il est évident que très souvent le problème de la religion est très difficile à régler. Tout le monde a conscience du problème, mais il n'y a aucune solution pérenne qui a été actuellement trouvée. Donc d'autres questions, une question un peu négative, mais je la lis quand même avec tout le respect que je vous donne en général. L'énumération exhaustive de mesures évidentes ne me rassure en rien sur la gravité de la situation. Mais, chers auditeurs, nous n'avons pas voulu nier la gravité de la situation. Je pense que les choses sont très claires. Le but de cette émission, c'est de faire le point sur les actions possibles pour tenter de sortir notre pays, comme disait notre précédent auditeur, de ce guêpier. Un auditeur nous dit, tout ça c'est très bien, mais vous n'avez pas le pouvoir. En effet, nous n'avons pas le pouvoir, mais il y a peut-être des moyens de faire pression sur le pouvoir pour arriver à ce que nous souhaitons, à savoir la pérennisation de notre mode de vie, de notre culture et donc de notre nation. Un autre auditeur, j'ai essayé par tous les moyens d'avoir le protocole de Barcelone de 73, je n'y arrive pas, comment faire? Alors là, cher auditeur, vous me prenez un petit peu de cours, je n'ai pas mes documents là-dessus, mais en tout cas, bon, vous tapez en principe protocole de Barcelone et vous devriez tomber sur des sites qui vous parlent de ce protocole effectivement fondamental, puisque c'est un protocole qui explique totalement le processus d'islamisation de l'Europe depuis 40 ans. Écoutez, si un auditeur veut bien m'envoyer des codes d'accès précis avec des références précises à des sites, je suis preneur pour débloquer la situation par rapport à cet auditeur. Donc j'y reviendrai. Nous avons nos deux autres intervenants en ligne. Général Martinez, vous êtes parmi nous? Oui, bonjour. Bonjour Général Martinez. Donc vous êtes expert en renseignement et coprésident des volontaires pour la France. Vous êtes également président fondateur du comité de soutien au général Picmal. Je me permets de rappeler le but de ce comité. Je cite le dernier communiqué publié en date du 1er février, entre autres sur le site Minurne Résistance.
Ouvrez les guillemets, le comité de soutien a été fondé pour obtenir des plus hautes autorités la pleine et entière réhabilitation du soldat Christian Piquemal, grand serviteur de l'État, injustement radié des cadres de l'armée après qu'il eut voulu alerter les services de l'État chargés de la sécurité du territoire et l'opinion publique dans son ensemble des dangers que faisait courir la situation anarchique à Calais et dans le Calaisis sur l'intégrité et la pérennité de notre nation. Par cette sanction injuste, c'est l'institution militaire dans son ensemble qui a été touchée et blessée. Fin de citation. Absolument. Je me permets de vérifier que notre intervenant est également à l'écoute. Non, malheureusement, me dit le technicien. Mais écoutez, donc, en général, je continue avec vous. Vous êtes au titre de président fondateur du comité de soutien au général Piquemal. Est-ce que vous pourriez, à ce titre-là, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, faire le point de l'action de ce comité? Nous avions en général Martinez. Ce comité, c'était lorsque nous avions eu la mauvaise nouvelle qui avait été diffusée sur les sanctions qui étaient tombées sur le général Piquemal. Je rappelle en plus que le décret avait été décidé au cours du mois d'août dernier et que le général Piquemal, principal intéressé, n'avait eu connaissance que au cours de la seconde quinzaine du mois de septembre. Voilà, donc c'est ça, simplement pour dire dans quelles conditions cette affaire, je dirais, nauséabonde est arrivée. Donc notre réaction a été de créer un comité pour soutenir le général Piquemal et essayer d'exercer un lobbying. Je m'excuse pour groupe de pression, de courtoisie, mais le but est là, c'est pouvoir par notre action arriver à réhabiliter, comme nous le disions dans ce texte que vous évoquiez, réhabiliter dans sa fonction le soldat Piquemal. Et donc notre action a été engagée, elle se poursuit actuellement. Pour votre information, nous sommes aux alentours de 52 à 53 généraux et amiraux en deuxième section qui ont signé la pétition. Oui, c'est considérable. Voilà. Et ce texte que vous évoquez, qui sont les vœux du comité de soutien aux armées, a été signé par 23 généraux à ce moment. Peut-être aussi parce que notre emploi du temps ne nous a pas permis de préparer le texte suffisamment tôt et nous voulions le diffuser à tout prix, comme vous pouvez le penser, avant la fin du mois de janvier. Au-delà, présenter des vœux, c'est un petit peu délicat. Donc nous en sommes là aujourd'hui et notre action se poursuit. Notre intention est d'attendre les élections, les prochaines élections présidentielles, les prochaines élections législatives. Et bon, cela va nous amener à la fin de l'été probablement, mais à ce moment-là, nous allons engager une action directement au niveau de nos gouvernants, au niveau du chef de l'État, pour exercer notre pression pour obtenir la réhabilitation du général. Alors il est évident que lui, de son côté, a engagé en temps opportun un recours en Conseil d'État, mais comme vous le savez, les arrêts du Conseil d'État, ça prend du temps, il faut pas se leurrer, ça prend entre 18 et 24 mois à peu près. Sauf dans un cas particulier où l'arrêt du Conseil d'État est tombé, je crois, la même journée. Oui. Vous vous souvenez peut-être de l'affaire Dieudonné? Oui, c'est vrai. Voilà, donc ça peut être très rapide. Lorsque les politiques se sentent gênés, ils n'hésitent pas à faire jouer la grosse bête. Ce sont des décisions, je dirais, des pressions politiques qui sont faites. Nous en sommes, et on l'a vu sur d'autres sujets, c'est, comment dirais-je, c'est un petit peu la dictature, entre guillemets, la dictature des juges. Dans certains domaines, on s'en rend compte, mais voilà, nous restons, comme le général Piquemal le disait tout à l'heure, nous sommes des gens respectueux de l'état de droit et respectueux des règlements et des lois, et donc nous agissons en conséquence.
Général Martinez, vous êtes, je l'ai dit, co-président des Volontaires pour la France. Pourriez-vous préciser quels sont les buts de cette association et en quoi elle peut s'inscrire dans le thème de notre émission, je le rappelle, résistance civile et unité patriotique face à l'islam radical. Tout à fait dans la démarche qui est l'objet de votre émission aujourd'hui, avec les personnes qui sont autour de vous actuellement, que ce soit le général Picmal, avec lequel nous avons décidé récemment de pouvoir ponctuellement mener des actions communes. Et ce journal aujourd'hui en est un exemple et peut-être le départ, puisque c'est la première fois que nous sommes ensemble sur cette radio. Luxomer, même chose, avec son action, son concept Remora, qui finalement est un peu complémentaire du nôtre, puisque pour schématiser, Luxomer s'occupe si je puis dire, du réseau renseignement, le maillage renseignement sur le terrain. Et nous, notre but, notre action, l'action que nous visons, c'est de rassembler également pour mener une action. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a une complémentarité entre le renseignement et l'action. Alors, Général Martinez, vous restez bien en ligne, naturellement. Luxomer, nous venons de parler de vous, donc vous avez la parole. Vous êtes concepteur des réseaux Remora. Est-ce que vous pourriez nous préciser d'abord, rapidement, je vous ai reçu à cette occasion, donc nous allons peut-être être un peu plus rapide, en quoi consistent ces réseaux Remora et en quoi est-ce qu'ils s'intègrent dans une synergie avec les deux associations des généraux Picmal et Martinez, donc Volontaires pour la France et Cercle des citoyens patriotes. Voilà. Luc Sommer. Eh bien, Monsieur Dubost, je vous remercie de me donner la parole. Les réseaux Remora, effectivement, ont été débattus il y a un certain nombre de mois, je crois au mois de mai dernier, sur votre antenne. Et j'ai eu plaisir à expliquer que les réseaux Remora sont un concept plutôt qu'une association, puisque nous ne sommes pas constitués sous la loi de 1901, afin de répondre précisément à la préoccupation, à la crainte ou aux conséquences d'une inquisition permanente qui est commune à toutes nos sociétés ou à toutes les sociétés contemporaines. Beaucoup de personnes ne souhaitent pas signer de leur nom au bas d'un parchemin pour plagier Georges Brassens. Ouais. Et également, eu égard à la spécificité des missions que nous nous sommes assignées, à savoir, comme le disait le général Martinez, effectivement, le renseignement opérationnel, qui, a priori, peut sembler de loin comme étant une tâche annexe ou secondaire. Je pense qu'il n'en est rien, dans la mesure où aucune action ne peut être véritablement menée sur le terrain, je parle des services actions, sans que le service renseignement ne lui ait fourni les éléments qui peuvent être de nature fort différente les unes des autres, mais qui sont essentiels à la réussite de l'action, parce que si on ne sait pas où se trouve l'ennemi, qui il est, ce qu'il utilise comme technologie, quels sont les nouveaux venus, la topographie, etc., eh bien il est évident qu'on part un peu dans le vide et obligatoirement, c'est ce que j'appelais avant le syndrome d'Azincourt. Chacun célèbre défaite française, mais oui, hélas. Chacun des personnes animées de la meilleure volonté du monde, sans coordination et sans savoir où ils vont, bien évidemment, vont à l'échec le plus cuisant. Donc Remora, c'est un petit poisson qui n'est pas un poisson d'attaque. Il se colle sous un requin qui, lui, est un poisson d'attaque. Notre propos est précisément de soutenir nos forces de défense, c'est-à-dire les forces armées, les forces de police, les forces de gendarmerie, la protection civile aussi d'une manière annexe et tout à fait fondée, dans le cadre de la lutte contre les personnes qui ont choisi délibérément d'attenter à notre civilisation et à la quiétude de notre population. Nous nous sommes fondés sur deux axes principaux, un axe horizontal et qui est un maillage du terrain
à l'identique un petit peu des structures définies par les voisins vigilants, qui sont à un degré peut-être un peu moindre, sans que ce soit péjoratif bien sûr, de préoccupation des gens qui se sont regroupés au sein de cette association. Les voisins vigilants ont pour objet de préserver la quiétude du voisinage, d'éviter les cambriolages, de signaler précisément aux forces de l'ordre les possibles attentats contre la personne physique ou la propriété des participants, enfin, et si vous voulez, nous avons donc les mêmes structures du point de vue organisationnel, mais avec un degré de préoccupation qui va un peu plus loin que la préservation du jardin, de la clôture et de la voiture qui est garée devant. Toujours désagréable de se la faire brûler ou autre, bien sûr. Mais notre propos est, outre cela, de considérer la menace terroriste qui est réelle, qui est patente, qui est larvée et dont on perçoit jusqu'au fond de nos campagnes les premières manifestations, hein, bien sûr. Bien, nous avons notre troisième intervenant au bout du fil, colonel Fanet, vous êtes parmi nous ? Oui, bonjour. Bonjour, colonel Fanet. Vous êtes donc colonel de gendarmerie en retraite. Vous avez récemment publié un article remarqué dans la revue Sécurité Globale du criminologue Xavier Hofer sur les conséquences, selon vous et selon beaucoup d'experts, très négatives de la réforme Sarkozy, qui a redistribué les rôles de la police et de la gendarmerie, sans parler de la suppression de 12 500 postes entre 2007 et 2012 dans la gendarmerie et la police, sans parler non plus de l'affaiblissement, pour le moins, de nos services de renseignement. Peut-être aurons-nous le temps d'évoquer tous ces problèmes. Mon colonel, quelle réflexion vous inspirent les propos qui ont été tenus dans ce studio depuis le début de l'émission par mes invités, les généraux Picmal et Martinez, et ainsi que par Luc Sommer à l'instant? Écoutez, je pense que évidemment toutes ces analyses correspondent à des réalités. Je voudrais juste, à partir du sondage dont vous avez fait état, le sondage qui avait été commandé par l'Institut Montaigne, oui. Je voudrais juste dire que ce sondage implique tout simplement deux conduites, d'ailleurs conduites bien connues, qui avaient été mises en œuvre notamment qui doivent être mises en œuvre dans toutes les guerres révolutionnaires et qui l'avaient été d'ailleurs par l'armée française en Algérie. Quand on a affaire à une population, pour la moitié grosso modo, qui veulent s'adapter, s'intégrer, se séculariser, c'est 46%, je crois, dans le sondage, et que d'autre part, on a à peu près la même, on a un peu plus de 50% qui, pour 25%, souhaitent augmenter la présence de l'islam en France, et puis pour une 28%, comme vous l'avez dit, ils veulent tout simplement la primauté de la charia sur les lois. Je crois qu'il y a tout simplement deux axes d'efforts à déployer. D'une part, il faut protéger les premiers, ceux qui veulent s'intégrer, qui font des efforts et qui sont tout à fait en adéquation avec nos valeurs, nos façons de vivre, nos traditions. Et les autres, il faut tout simplement leur imposer les lois et leur montrer qui est le maître. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors, à partir de là, en ce qui concerne l'action à déployer pour essayer de résoudre ce problème très important qui concerne la France et notre époque, je voulais juste dire que la gendarmerie nationale, même si effectivement, et non seulement depuis la réforme Sarkozy, mais je pense à partir des années 90, la gendarmerie nationale qui effectivement n'est pas dans une période on ne peut plus faste parce que on a atteint au travers de ces réformes à son système d'armes, à sa logique essentielle qui est que elle ne fonctionne bien que dès le moment où il y a des gendarmes qui sont ancrés dans leur population et au sein de leur territoire. Ce système d'armes a été un peu ébranlé par les différentes mesures qui ont été prises depuis les années 90. Néanmoins, la gendarmerie conserve une force importante grâce à sa tradition, grâce à ses textes qui la
la régissent. Et je voulais juste montrer que dans le domaine du renseignement, qui est un domaine absolument essentiel en ce moment, on n'est pas encore dans le domaine de l'opérationnel à plein régime. Dans le domaine du renseignement, elle déploie 2 initiatives qui, je crois, sont tout à fait complémentaires, notamment à l'action de Rémora ou des voisins vigilants, etc. La première s'intitule « C'est la participation citoyenne » qui a été mise en œuvre par des textes réglementaires à partir de juin 2011, qui donne, si vous voulez, au maire de chaque commune un rôle de point central, d'intermédiaire entre d'une part la gendarmerie et d'autre part la population. Grâce notamment à l'action de référents qui travaillent autour du maire et qui recueillent les renseignements nécessaires auprès de la population et les transmet à la gendarmerie nationale. Et grâce à cette participation citoyenne qui se développe dans différents endroits de notre pays, avec plus ou moins de bonheur en fonction évidemment des initiatives et de la vitalité des uns et des autres, la gendarmerie peut en retour diffuser des informations, donner des conseils et surtout recevoir bien sûr des signalements qui peuvent l'aider dans son travail de prévention ou de répression. Ce dispositif de participation citoyenne s'est accéléré bien sûr depuis les attentats de 2015 et montre bien, et la gendarmerie en est tout à fait consciente bien sûr, que la sécurité c'est l'affaire de tous, comme l'ont dit les intervenants. Et puis deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est l'expérimentation des brigades de contact. Expérimentation qui va débuter à partir du 1er février dans une trentaine de départements. Donc, qui a déjà débuté par conséquent. Exactement. Oui. Et donc, ces brigades de contact, si vous voulez, partent de l'idée que il y a un certain déficit de renseignements actuellement. Et donc, au sein de chaque communauté de brigades, c'est-à-dire 2, 3 brigades qui ont été rassemblées, il va y avoir une petite brigade, souvent des petites brigades à 6, qui va être déchargée des enquêtes trop longues, qui va être déchargée des interventions et qui va être tout à fait concentrée sur le renseignement et surtout et aussi sur le contact avec la population. Alors, c'est une expérience donc qui commence, qui débute, qui sera mise en œuvre sur 6 mois à peu près. Et à l'issue de ces 6 mois, il y aura bien sûr un ensemble de textes et un ensemble de modes d'action qui seront arrêtés. Je trouve que cette initiative de la direction de la gendarmerie répond justement à ce constat que depuis, grosso modo, les années 90, il y a une distance, malheureusement, qui s'est instaurée entre les gendarmes d'une part et la population d'autre part. Donc là, j'y vois un point optimiste, si vous voulez, qui va permettre de rapprocher les gendarmes de sa population. Voilà. Il y a bien d'autres choses à dire, notamment sur la réserve et la création de la garde nationale en 2016, mais bon, l'essentiel étant, je crois, concernant notre sujet, sur la participation citoyenne et les brigades de contact. Colonel Fanet, le ras-le-bol des policiers défraye la chronique. Il y a régulièrement des manifestations dans les rues de nos policiers. Une exaspération également perceptible dans les rangs de la gendarmerie, ou est-ce que vous pensez que pour l'instant elle est relativement protégée par rapport à ce sentiment de déclassement des policiers? Écoutez, je crois que les gendarmes ne sont pas dans l'exaspération. Au travers des contacts que j'ai par-ci par-là, à la fois à la direction et puis dans les provinces, je crois que les gendarmes ne sont pas dans cette exaspération. Ceci étant, je crois plutôt
qu'il demanderait vraisemblement à retrouver une mobilisation qui faisait leur fierté. Je crois que les gendarmes, au fur et à mesure des années, depuis les années 1990, ont été un petit peu démobilisés par les différentes réformes, par la baisse du temps de travail, etc., par la création des communautés de communes, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a séparé le gendarme de sa population et de son territoire. Donc le gendarme actuellement est, je crois, un petit peu à l'affût de mesures, à l'affût de nouvelles ambiances qui lui permettra de retrouver tout l'allant qu'une vocation bien accomplie peut donner. Voilà. Je crois qu'ils sont en attente de mesures vives et qui pourraient les redynamiser. Très bien, colonel Fernet. Vous restez à l'écoute pour la suite de l'émission? Oui, bien sûr. Je vais redonner la parole au général Martinez. Vous êtes toujours parmi nous, général? Bien sûr. En général, donc très bien. Mon général, vous n'avez pas votre langue dans votre poche, ni votre stylo d'ailleurs, puisque vous êtes l'auteur d'un livre remarqué au titre sans ambiguïté, devoir d'expression d'un citoyen pas ordinaire. Oui. J'imagine que c'est vous le citoyen pas ordinaire, c'est bien ça? Oui, ben écoutez, on peut le lire, le pas est entre parenthèses. Oui, j'ai vu que le pas était entre parenthèses. Je suis un citoyen ordinaire comme tout un chacun, et puis du fait d'avoir servi sous l'uniforme pendant une quarantaine d'années, ayant une certaine expérience dans de différents domaines, j'ai aussi, je dirais, j'enlèverai le pas entre parenthèses dans ce cas-là. Mais cela dit, c'est vrai que les généraux en deuxième section, le général Picmal est à côté de vous et le sait, nous sommes soumis au devoir de réserve, même en deuxième section. Mais moi, deuxième section, soyons clairs pour les auditeurs de Radio Courtoisie, ça veut dire en retraite, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça, en deuxième section, c'est-à-dire que vous avez les généraux en première section qui sont actifs en activité, voilà. Et lorsque le couperet de la limite d'âge tombe, eh bien, on vous met en tant que général. Le général n'est jamais en retraite. Oui, vous pouvez toujours être affecté à une mission, oui. A priori. Bien sûr. Mais voilà, on est toujours à la disposition du gouvernement en cas de besoin. Et donc, de ce fait, nous sommes soumis à un certain devoir de réserve. Mais bon, ce devoir de réserve, la notion reste assez floue. Et personnellement, j'ai estimé ces dernières années que si j'étais soumis à un devoir de réserve jusqu'à présent, je considérais qu'aujourd'hui, j'avais non seulement un droit, mais un devoir d'expression. En tout cas, mon général, vous ne vous en privez pas, puisque vous écrivez de très nombreux articles, en particulier sur les sites Mignonne, Résistance et Riposte Laïque. Comme vous l'imaginez, mon réseau s'actualise en permanence à la suite de mes écrits. C'est l'avantage d'utiliser cet outil formidable que représente l'Internet aujourd'hui, qui est un outil dont les gouvernants voudraient supprimer, parce que bien évidemment ça met mal à l'aise. Les informations ne peuvent pas rester inconnues du citoyen très très longtemps. Donc il faut utiliser cet outil. Et moi je voudrais revenir effectivement sur un certain nombre de choses qui ont été dites, et en particulier sur la situation aujourd'hui. On a parlé d'islam radical, d'islam. Moi je parle d'islam, et je voudrais quand même revenir sur la situation que moi je considère non seulement préoccupante, mais grave, parce que si on prend... Je crois que nous l'avons dit, ça. Je crois qu'on n'a pas caché le fait que la situation était grave à nos auditeurs. Je crois pas. Bien sûr, non, c'est pas ce que je veux dire. Mais si on revient sur le rapport publié par l'Institut Montaigne au mois de septembre dernier, je crois que nos responsables politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, devraient se pencher sur le sujet et commencer, si ce n'est pas encore fait, à bien réfléchir, parce que la situation est catastrophique. On nous dit que déjà l'un des chiffres le plus contestable, à mon avis, c'est la présence de la population musulmane sur notre territoire. 6, 7, 8 millions, plus peut-être. Voilà, cette étude nous parle de 3 à 4 millions. C'est vraiment ridicule. Pour faire croire ce chiffre. Moi, personnellement, et je l'ai déjà écrit dans l'essai que vous évoquez,
aux alentours de 10 millions. Et je suis prêt, sur un plateau quel qu'il soit, à le démontrer, chiffre à l'appui. Cela dit, si on prend quand même les pourcentages qui sont donnés dans cette étude, 28% des musulmans sur notre sol, allez, en arrondissant, disons 30, considèrent leur religion, je dirais religion entre guillemets, parce que ce n'est pas qu'une religion, mais ils considèrent leur religion comme un outil de rébellion contre la société française et l'Occident en général. Je dirais que c'est plutôt inquiétant. Parce que si on se réfère à des chiffres plus réalistes, 30% de 10 millions, nous avons là quand même 3 millions de musulmans qui sont dans une attitude complètement radicale et qui veulent imposer la charia. Que l'on peut qualifier de radicaux, par conséquent, vous êtes d'accord. Un musulman qui considère que la charia a préséance sur l'ensemble des lois de son pays d'accueil est un musulman radical. Nous sommes tout à fait d'accord sur l'utilisation de cet adjectif. Absolument. Et au-delà, tout à l'heure on a évoqué le chiffre... Même s'il ne pose pas de bombe, nous sommes aussi d'accord là-dessus. 46% qui seraient sécularisés. Quand on lit le texte c'est une petite moitié, de l'Institut Montaigne, les 46% concernent ceux qui sont totalement sécularisés, et ceux-là, effectivement, il faut les protéger, parce qu'ils sont citoyens français, ils se sont intégrés, ils sont assimilés pour un grand nombre, et donc il faut les protéger. Mais 46%, là on nous dit totalement sécularisés, ou en train d'achever leur intégration. C'est pas du tout la même chose. Moi, si vous voulez, concernant tous ces chiffres, je considère qu'on a 30% de gens qu'il faut maintenant protéger, c'est évident, qui sont intégrés. On a 30% de gens qui sont complètement radicalisés, et donc ça représente quand même 3 millions. Et ce qu'il reste, si on prend 30 plus 30, ça fait 60, allez, pour simplifier, 40% qui ne sont pas, je dirais, ni intégrés et qui sont prêts à basculer du côté des plus virulents. Donc c'est dire, à mon avis, la situation de notre pays aujourd'hui. D'ailleurs, vous l'avez indiqué dans votre préambule, même notre président de la République en est conscient, puisqu'il reconnaît que nous sommes sur une voie de partition, parce qu'il y a un certain nombre de zones qui ont été constituées, qui sont des Molenbeek, équivalents de Molenbeek, et on en a des centaines sur le territoire national. Oui. Donc, que le président de la République avoue cela, je dirais, pratiquement à la fin de son mandat, c'est dire la lâcheté de nos politiques depuis des années pour n'avoir rien fait sur ce sujet. Vous ajoutez dans un article, je vous cite, que ce manque coupable de lucidité a conduit à la situation désastreuse que nous connaissons avec l'entrée sur notre territoire de populations dont la culture et la religion, incompatibles avec les nôtres, invalident par leur nombre tout espoir d'intégration. Donc c'est ce que vous venez de dire. Absolument. Et si on revient quelques mois en arrière, et tout cela entre, si vous voulez, dans cette stratégie culturelle islamique dans les pays non musulmans, il y a un certain nombre d'étapes qui se sont produites. La première, c'est celle qu'a évoquée Alain Wagner, avec notamment la signature à Doha en 2000 de cette stratégie dont nos responsables, nos élites politiques ne peuvent pas ne pas connaître le texte. Mais par la suite, il y a quand même eu une deuxième étape. Parce qu'il faut revenir sur cette crise et ce que je considère moi comme une invasion migratoire qui a commencé en fait au moment du printemps arabe. Le printemps arabe est survenu en décembre 2010, mais dès le début de l'année 2011, nous avons eu affaire à un flux de migrants qui traversaient la Méditerranée depuis la Libye. Mais ça s'est aggravé en 2015, comme vous le savez, avec plus d'1 million, 1,3 million migrants. Et là, eh bien, nos politiques, qu'ils soient au niveau national, au niveau européen, n'ont pas compris que cela était dans la stratégie décidée par le monde islamique. Là, c'est la phase que je considère comme étant la phase 2,
c'est-à-dire, et puis l'État islamique l'avait promis dès la fin de l'année 2014, il avait promis qu'il allait faire en sorte que 500 000 migrants envahissent l'Europe. En fait, vous avez vu les chiffres, on peut multiplier le chiffre par 3 aujourd'hui, et nos responsables politiques n'ont pas voulu le reconnaître et ne le disent pas, mais moi je vous le dis, c'est une attaque sans précédent des nations européennes, dont le but, dans un premier temps, est de déstabiliser, de déstructurer nos sociétés, que ce soit sur le plan social, et ethnique, moral, etc. Donc, voilà. Et cela étant, on a bien vu que cette invasion s'est accompagnée, on a eu pendant cette même période des attentats sur notre sol, des attentats terribles, avec notamment sans remonter au début d'année 2015, avec les journalistes de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher. On l'a eu en fin d'année, le Bataclan, le Stade de France, etc. Et là, on a bien compris que la 5e colonne existe bien et qu'elle a réussi à faire un maillage sur l'ensemble du territoire européen, pas seulement français, puisqu'on l'a vu, un certain nombre d'attentats ont été commis dans d'autres pays, notamment en Belgique, il n'y a pas très longtemps. En Allemagne. Et parmi ces djihadistes, bien sûr, chez nous, en fin novembre 2015, des Français, je dirais, par leur naissance, mais parmi eux également des migrants, donc des clandestins qui ont infiltré le flux migratoire que nous avons connu. En général, vous avez parlé tout à l'heure de lâcheté, mais vous allez en fait beaucoup plus loin dans vos analyses, puisque vous mettez, avec un point d'interrogation, mais peut-être que le point d'interrogation ne s'impose pas, vous parlez d'inconscience irresponsable de la part de nos politiques, ou, dites-vous, collaboration avec l'ennemi. Donc vous allez très loin dans votre jeu. Absolument, oui. Si vous voulez, le point d'interrogation, c'est un effet de style, mais quand on pose la question, la réponse est incluse dans la question, en effet. Absolument. Oui, c'est évident. Et d'ailleurs, il faut peut-être se pencher un petit peu sur certaines études de Terra Nova. On y retrouvera un certain nombre d'arguments. Moi, il y a 2 études. Terra Nova, qui est, je précise pour les auditeurs de Radio Courtoisie, est l'un des principaux laboratoires d'idées de la gauche, enfin du Parti socialiste, pour être précis. Parmi ces études, il y en a 2 que je cite d'ailleurs dans mes écrits, et qui sont effectivement c'est pour schématiser. La gauche a bien compris depuis de nombreuses années que l'électorat classique habituel des classes sociales ouvrières, etc., leur était et maintenant les classes moyennes d'ailleurs était passé de l'autre côté, et que donc il fallait. Quand vous dites de l'autre côté, c'est carrément pour être précis le Front National. Il fallait maintenant créer un nouveau socle électoral, notamment en recrutant, en allant chercher dans cette immigration qui est d'une culture totalement différente de la nôtre. En général, vous restez parmi nous. Je vais donner la parole à Luc Sommer pour un problème qui ne va pas sans doute améliorer l'optimisme de nos auditeurs. Luc Sommer, vous souhaitez nous entretenir des prochains soubresauts que va connaître le Maghreb et en particulier l'Algérie. Donc nous écoutons. Oui, bien sûr, avec les incidences, sur notre territoire. Les réseaux Rémora, effectivement, ont été conçus initialement dans un but de renseignement opérationnel, mais également de protection individuelle de la personne d'une manière efficace et surtout très discrète. Mais nous avons à craindre vraisemblablement un nouveau tsunami migratoire qui procédera de la déclaration de vacances de la présidence algérienne. Tout un chacun sait très bien que l'État... Qui est imminente d'après vous, d'après vos analyses, cette déclaration de vacances est imminente. Elle est imminente, à mon avis, effectivement, elle est imminente. On peut même penser qu'elle pourrait advenir dans les semaines qui viennent. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, étant donné que Daesh a été militairement vaincu ou est en passe d'être militairement vaincu sur les théâtres d'opérations irakiens et syriens,
ils ont repoussé leur base activiste sur la Libye. Or, ils ont raté leur coup sur la Libye parce que la raison d'être de Daesh était précisément d'accentuer la dichotomie entre les sunnites et les chiites, alors qu'en Libye, il n'y a pas de chiites. Il y a 99% de musulmans sunnites. Donc, ils ont reconverti un petit peu leur stratégie et ils ont infiltré le gouvernement dit légal de Tripoli. On sait très bien que depuis Scipion l'Africain, les gens de la Cyrénaïque comme les gens de la Tripolitaine se sont toujours envoyés des cailloux à la tête. Voire des pierres. Voire des pierres. Et que le prétexte qui avait été mis en avant par Monsieur Sarkozy pour aller assassiner le président Kadhafi, qui entre parenthèses était peut-être pas vraiment un démocrate au sens occidental du terme, on peut pas dire non, mais qui avait le grand mérite de contenir le flux islamiste violent dans les sables du désert, la déstabilisation provoquée par l'Occident et par la main de fer de Nicolas Sarkozy en Libye a ouvert la porte à une base militaire terroriste et djihadiste extrêmement puissante. Aujourd'hui, nous savons tous que le gouvernement tunisien, nos amis tunisiens voudront bien nous en excuser, mais le gouvernement tunisien d'aujourd'hui est un gouvernement fantoche. Il est un gouvernement fantoche en ce sens que tout le sud de la Tunisie, on peut dire presque de Foum Tataouine jusqu'à Monastir ou Sfax, est sous l'emprise quasiment officieuse, réelle plutôt, non pas officielle mais réelle de la charia, c'est-à-dire donc cette loi islamique qui remonte à Abdel Wahhab, l'arrière cousin par alliance ou gendre ou oncle plutôt du roi Abdelaziz Ibn Saoud en 1927. Quand il a voulu utiliser les théories rétrogrades, si vous voulez, les théories initiales de l'islam tel que développé par Abdel Wahhab, d'où le nom de wahhabisme, ils en ont fait une stratégie de conquête parce que ça a aidé à la stratégie de l'Arabie Saoudite. Et puis ça s'est développé comme on sait, avec l'aide souvent des Occidentaux comme les Anglais qui ont favorisé l'accession des frères musulmans au Caire, dans la région du Caire, et la bénédiction de Roosevelt sur le pacte du Quincy le 14 février 1945, qui a consacré précisément l'alliance de Dieu et du diable, on veut dire, l'échange de protection militaire des champs pétroliers saoudiens contre la puissance américaine. Bien, aujourd'hui, Daesh, pour en revenir à 2017, Daesh est bien implanté en Libye. On remarque également que la nouvelle administration américaine, je dis bien la nouvelle, c'est-à-dire celle de Donald Trump, a commencé à gifler d'abondance le terrorisme international en envoyant et en ordonnant des frappes très efficaces sur les bases djihadistes en Libye même, tout en continuant leurs actions sur la Syrie, en les amplifiant et en les changeant de direction plutôt, grâce à Dieu. Et tous ces braves gens se sont rabattus sur la frontière algérienne, puisqu'ils ont traversé la Tunisie comme dans une mode de beurre, avec des armes qui ont été payées par des financements saoudiens. Je ne dis pas de l'Arabie Saoudite, mais des financements saoudiens. On peut lire entre les lignes. Soyons prudents, effectivement. Soyons prudents. Oui. C'est assez intéressant parce que ces fonds saoudiens circulent partout, jusqu'en Espagne. On peut en toucher une fraction de seconde, un mot. Tout à l'heure, les instructeurs de Daesh ont réactivé, remilitarisé et réentraîné militairement parlant les cellules dormantes du FIS, le Front islamique du salut, qui avait été évincé du pouvoir
légitimement gagné par les urnes en 1997, et tous ces gens-là se sont retrouvés formés à nouveau, refinancés, rééquipés, réinstruits, et participeront à 20% de ce nouveau tsunami migratoire. Le tsunami migratoire va provenir de tous les attentats qui vont survenir en Algérie lors de la déclaration de la vacance de la présidence algérienne. Malheureusement, Luc Sommer, nous avons un ennemi commun implacable, c'est le temps. Et il nous reste exactement 10 minutes pour conclure l'émission. Donc, en 2 minutes, je vais vous demander de conclure de votre point de vue par rapport à ce que vous avez d'important à dire à nos auditeurs. Oui, bien sûr, merci. Tous les mouvements de résistance, c'est-à-dire ce n'est pas une résistance contre l'État français aujourd'hui. Il faut pas qu'on se méprenne, ou il faut surtout pas qu'on dévie le sens profond de nos actions, et la résultante de la réflexion d'un certain nombre d'hommes, de militaires et de civils, comme le général Picmal, le général Martinez, et certainement d'autres, et d'autres civils que moi, bien évidemment. Nous avons, considérant la même dangerosité de la situation, avec les mêmes causes, voulu réagir un peu de la même manière. Donc il y a une unité totale, une collaboration totale entre, pour prendre l'exemple le plus visible, entre le cercle des citoyens patriotes du général Picmal, les volontaires pour la France du général Martinez, les réseaux Rémora de votre serviteur, et bien évidemment d'autres que je ne citerai pas, parce que d'abord je ne les connais pas, et c'est très bien ainsi, eh bien nous n'avons que pour but d'unir nos actions, unir nos informations, nos stratégies, et nous complémentariser les uns les autres. Colonel Fanet, vous êtes toujours parmi nous? Oui, eh bien écoutez, donc comme même punition que les autres, vous avez exactement 2 minutes pour conclure. Écoutez, je voudrais justement la suite de notre dernier intervenant souligner, moi aussi, Luc Sommer, je voudrais moi aussi souligner qu'il y a une totale convergence entre les actions des associations d'une part et l'action de l'État d'autre part, la police, la gendarmerie, l'armée. Ce sont des actions bien sûr différentes, avec des moyens différents, mais toutes doivent être convergentes. Juste de souligner que la participation citoyenne, qui est donc cette possibilité pour n'importe quel citoyen au travers, en rejoignant le maire de sa commune et les référents qui l'entourent, d'être en étroite action avec notamment la gendarmerie ou même sans doute la police. On peut trouver le texte de référence certainement sur Légifrance, et texte qui a été édité le 22 juin 2011. En ce qui concerne la réserve dont je n'ai pas parlé, la garde nationale, il faut quand même savoir que cette garde nationale vient d'être créée et va faire monter notamment la réserve de la gendarmerie de 28 000 à 40 000. Donc là, s'il y a des citoyens qui veulent rejoindre la garde nationale et notamment la gendarmerie, ils peuvent aller sur le site Garde nationale pour trouver des renseignements. Et puis enfin, je voudrais recommander le livre d'Anne-Marie Delcambre qui s'appelle L'Islam des interdits, édité chez Desley de Brouwer. Grande islamologue française. Exactement, docteur en civilisation islamique, agrégé d'arabe classique, qui est un livre, un excellent livre très court et très clair, qui détaille au travers de l'analyse du Coran, les 70 interdits de l'islam. Et enfin, pour terminer, si les auditeurs veulent connaître l'article qui a été publié dans Sécurité dont j'ai parlé, effectivement. Ils peuvent effectivement taper sur Internet « Restaurer la gendarmerie » et en deuxième référence, ils peuvent aller sur le site de Polémia. Très bien, d'accord. Voilà. Écoutez, merci Colonel Fanet, merci pour ces propos. Général Martinez, vous êtes toujours parmi nous ? Oui. Bien, écoutez, donc vous avez compris la consigne. 2 minutes pour conclure. Écoutez, je vais être assez bref. Merci. Voilà, j'ai été très heureux de participer à votre émission. Tout ce qui a été dit, effectivement, maintenant il faut fédérer un petit peu les actions des uns et des autres, tout en restant dans la légalité. Nous sommes dans un état de droit dont se réclament en permanence d'ailleurs nos gouvernants et en particulier notre président de la République. Mais cela étant, lorsqu'on est en guerre, comme il a pu le dire, et en particulier son Premier ministre, Monsieur Valls à l'époque,
Si nous sommes en guerre, et le général Picmal l'a dit en préambule, être en guerre, c'est nommer l'ennemi. Et nommer l'ennemi, si on nomme l'ennemi, eh bien, il faut fixer le but de guerre. Quand on est en guerre, on ne peut pas déclarer, entre guillemets, une guerre sans fixer un but. Jusqu'à présent, le but n'a pas été fixé par nos politiques, en particulier par le président de la République. Le fait d'instaurer un état d'urgence, qui a été instauré fort tardivement d'ailleurs, n'a pas modifié beaucoup les choses, puisque cet état d'urgence, à mon avis, à l'exception des premiers jours, n'est qu'un état d'affichage. On aurait pu faire beaucoup mieux en déclenchant cet état d'urgence. Cela étant, je proposerai à nos responsables politiques, pour terminer, une citation de Julien Freund, auquel je me réfère d'ailleurs dans mon essai que vous avez cité tout à l'heure, dans la partie du politique. Je cite: en politique, il faut envisager non pas le mieux, mais le pire, pour que ce pire ne se produise pas, pour que l'on se donne... Qu'avait donné Alain Wagner tout à l'heure, effectivement, oui, c'est ça. Voilà. Écoutez, mon général, merci d'avoir accepté notre invitation au micro de Radio Courtoisie. Je donne la parole, mais vraiment 15 secondes chrono, à Luc Sommer, qui a encore des choses à dire. Non, je voulais simplement préciser qu'une guerre civile, puisque tout le monde pense à ce phénomène gravissime, ne se déclare pas. Elle se déclenche brusquement dans le dos des citoyens les plus paisibles, les plus endormis, les plus anesthésiés par la propagande de la bien-pensance, qui ne veulent voir le mal nulle part. Heureusement qu'il y a des bisounours, mais ce sont des victimes potentielles et immédiates. L'effroyable dictature des bisounours. Général Picmal, vous avez le mot de la fin. Bon, écoutez, merci de me donner la parole pour la conclusion. Je voudrais faire 5 remarques qui me paraissent essentielles sur tout ce qui a été dit. La première, c'est qu'il y a un signe extrêmement tangible de la gravité de l'islamisation de la France, qui est, on l'a dit, et je le dis fortement, la partition envisagée du territoire national par le chef de l'État. Ça, c'est un marqueur qui me paraît absolument fondamental et que tout le monde doit avoir en tête. À partir du moment où une autorité politique, chef d'État, envisage la partition du territoire national, c'est que l'islamisation a déjà pénétré de manière extrêmement profonde à l'intérieur du territoire national. Bon, la seconde, je voudrais revenir sur un point qui a été avancé par Alain Wagner, qui donc a décidé de faire cette journée du 4 mars de la désislamisation de l'Europe. Je pense, il l'a dit fort justement, qu'il s'agit d'un concept politique qui est extrêmement séduisant, puisqu'il a dit c'est le jour zéro de la reconquête, mais je pense qu'il faudra accompagner ça, le concept aussi d'action directe derrière pour valider et conforter cette désislamisation. Le troisième point sur lequel je voudrais faire aussi une remarque, c'est au colonel donc Fanet, qui a annoncé 2 initiatives de la gendarmerie qui me paraissent remarquables: la participation citoyenne et les brigades de contact. Alors pour la participation citoyenne, je voudrais faire une remarque extrêmement précise, c'est que c'est à l'intérieur des mairies que ça se situe, et là je voudrais dire qu'il y a une très très grande partie des maires qui sont totalement inconscients de la réalité de la situation. Donc il n'est pas du tout certain que si le concept de participation citoyenne au niveau des mairies est bon, beaucoup de maires n'ont absolument pas conscience de la réalité. Donc il faudra essayer... Voir le livre de Joachim Bellueca, le livre qui contient l'islamisme, effectivement. Qui en parle. Oui. Enfin, bien entendu, pour m'inscrire dans la logique de ce qui a été dit avant, il est pour nous essentiel aujourd'hui d'unifier, de fédérer tous les mouvements patriotiques qui ont pour but donc le soutien des forces de sécurité. Enfin, un dernier point qui me paraît encore peut-être le plus fondamental, c'est que la légalité et le patriotisme ne sont pas incompatibles. Au contraire, ils sont tout à fait complémentaires, et que donc je pense que chaque citoyen doit être convaincu que un patriote est quelqu'un qui peut parfaitement travailler dans la légalité, et on a besoin de tous les patriotes.
Merci mon général. Eh bien écoutez, je vais rappeler les invités de cette émission. Donc le général Christian Piquemal que vous venez d'entendre, ancien patron de la Légion étrangère et président du Cercle des citoyens patriotes. Par téléphone, nous avons eu le général Antoine Martinez, spécialiste du renseignement et coprésident des Volontaires pour la France, membre fondateur du comité de soutien au général Piquemal. Par téléphone également le général Fabrice Fanet, colonel de gendarmerie, entre autres auteur d'un article de référence dans la revue Sécurité Globale du criminologue Xavier Refer. Luc Sommer, concepteur des réseaux Emora, qui nous a entretenu de la situation dramatique du Maghreb, qui risque de rajouter beaucoup de problèmes aux problèmes. Et enfin, Alain Wagner, porte-parole de l'UDCC, qui nous a entretenu de la prochaine journée de Béziers sur la désislamisation qui se tiendra au Palais des Congrès de Béziers, donc le 4 mars prochain.